Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Et si on était honnête? Cette fois-ci, on est en compagnie de Véronique que je vais laisser directement se présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, alors moi je suis Véronique Cohn, je suis psychologue, psychothérapeute et ça fait, je crois, bien 9 ans maintenant que je me suis spécialisée sur la relation amoureuse. En termes de, tu vois, je peux pas dire expert, ça veut rien dire, on peut pas être des experts de la relation amoureuse, mais déjà parce que mon parcours est vraiment orienté sur la vie amoureuse et aussi parce que j'aime bien mettre des concepts. Et puis d'éclairer, d'aider, de voir comment on peut moins souffrir en amour, être plus dans une forme de joie, à aimer, mais sans s'abîmer. Voilà. Et puis, tu as écrit aussi des livres. Oui, j'ai écrit 2 livres, un qui s'appelle Quel amour êtes-vous sur les profils amoureux, pour décoder le fonctionnement, le mien, le tien, mieux se comprendre, et puis voir la compatibilité. Et puis le deuxième, c'est plus sur la dépendance affective, c'est le thème qu'on va traiter aujourd'hui d'ailleurs, sur comment, quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre, me fait me perdre, me fait tout perdre. Enfin, voilà. Ouais, ouais, ça tout à fait. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Et donc, comme Ouais. tu le... Vas-y, ouais. Ouais, je t'écoute, hein. Comme tu l'as dit, on va parler de la dépendance affective. Je pense qu'on peut commencer, donc c'est ce qu'on disait en amont, un peu sur peut-être les origines de la dépendance affective avant d'aller plus sur le côté de comment en guérir, comment se reconstruire après avoir été dépendant affectif, parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'hyperdépendance, qui est une autre forme de dépendance. Je parle sous réserve de ton contrôle, mais donc voilà, donc peut-être sur l'origine de la dépendance affective, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ben, oui, oui, surtout que là, on parlait il y a 5 minutes sur comment les jeunes filles, les jeunes femmes partent dans leur début de vie amoureuse, parfois sans information d'ailleurs, dans un élan du cœur, de, de, de rêver du prince charmant et de vouloir, tu sais, comme dans les séries ou les films, elles rêvent à l'amour, gloire et beauté, là, qu'on va trouver un peu partout dans un machin hollywoodien. Et donc, à ce titre-là, avec cette représentation qui est le rêve romantique, ça fait partie euh, des, des critères qui vont organiser la dépendance, le terrain de la dépendance affective. Parce que si je suis vraiment férue de ce rêve, qui est hypnotique, hein, bah, c'est un rêve, donc c'est un idéal. Donc, du coup, ben, il y aura des illusions à la hauteur du rêve, hein, qui n'est pas en contact avec la réalité. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut cesser d'avoir un rêve romantique, rêver du prince charmant, de me marier et que ça ira bien, on fera des enfants et qu'après on aura la petite maison dans la prairie, tu vois. Mais, euh, mais peut-être être plus pragmatique. Et aujourd'hui, il y a des jeunes aussi qui sont beaucoup plus réalistes et pragmatiques, si tu veux, et qui sont moins imbibés, en tout cas, qui ont plus de distance par rapport à cette affaire du couple à cause des divorces de leurs parents qui ont tellement pris un essor qu'il y a une forme d'anticipation qu'on va partir dans la relation, certes, pour vivre des moments fusionnels et éventuellement construire et bâtir un couple, mais que ça va pas durer toute la vie, tu vois, aujourd'hui pour les jeunes. Donc il peut y avoir une dépendance affective qui est quand même moins costaud que la génération précédente, puisqu'il y avait pas il y a moins, en tout cas, sauf pour certaines. On parle plutôt des filles qui sont dépendantes affectives plutôt que les mecs, mais même s'il y a des hommes aussi, mais chez les jeunes, c'est plutôt les nanas. Donc, qui partent dans et cet amour sera gravé dans le marbre, et ce pour l'éternité, avec la promesse du soutien, de la fidélité, enfin toutes ces promesses. Donc aujourd'hui, chez les jeunes, c'est quand même moins féru, tu vois. Et la fidélité, c'est moins gagné. Et puis le soutien, et puis surtout, on fera des CDD, quoi. Tu vois, renouvelables. Donc c'est plus ça. Mais ça n'empêche pas que quand il y a quand même des jeunes filles qui sont férues. Enfin, tu vois, il y a une imprégnation de ce rêve romantique, un mythe qui est quand même très fort dans les esprits, toujours aujourd'hui, qui est plus virulent et majoritaire que l'esprit de consommation, par exemple. Tu vois, on dit oui, nous sommes dans une société capitalisme, c'est donc les sentiments capitalistes, on prend, on jette, l'amour Kleenex, machin, l'expérience, on veut rien rater. C'est vrai, mais c'est quand même majoritaire ce mythe romantique. Donc c'est un des terrains favorables. Donc plus les nanas rêvent au prince charmant, plus elles vont idéaliser et plus elles risquent d'être accrochées, agrippées à leur partenaire dès qu'il y a un peu de bon, de fusion, de douceur, de tendresse, de bonne sexualité. Tu vois, elles vont vouloir l'agripper. Et puis après, il y a l'idée, ah oui, mais je pourrais en faire mon partenaire de vie.
Et après, tu as le deuxième critère, c'est la biologie. On est quand même 70% biologique, voire presque plus, hein. Biologique, c'est-à-dire on est des mammifères supérieurs. Et donc, le côté instinct de survie, reproduction de l'espèce, elle est majoritaire quand même. Il ne faut pas se leurrer, quoi. On a beaucoup moins le contrôle qu'on l'imagine. Donc, les jeunes femmes là, qui arrivent et qui ovulent pour être fécondées, ben voilà, donc elles vont être là. Il y a plein d'articles qui ont été écrits, des bouquins qui sont scientifiques, hein, qui ont été écrits là-dessus. Où au niveau hormonal, elles ont dans la période d'évolution, du coup, des comportements qui sont des comportements de chasse et de séduction malgré elles. Et leur visage change, les traits, les sourires, les machins. Donc, elles ont des comportements malgré elles, où on voit qu'elles sont en chasse, en fait. Elles vont chercher le mâle pour être fécondées. Évidemment, les gens ne savent pas, parce que c'est comme si, voilà, c'est pas écrit dans tous les articles, hein, il faut aller lire. Mais c'est aussi très biologique, cette histoire de dépendance affective, parce que les femelles, dans le monde animal, les femelles mammifères, elles cherchent à séduire le mâle, en général le mâle alpha, et le mâle qui a des bons gènes de bonne qualité, pour pouvoir ensuite avoir une bonne descendance saine, mais aussi elles vont chercher le mâle qui va s'engager. D'où l'idée du mariage romantique. On revient sur la construction de l'amour romantique. Parce que je cherche tout à la fois. Je veux à la fois les talons, mais je veux à la fois le mec qui va s'engager. Et donc, il y a chez les femmes comme ça une espèce d'être omnubilée, hein, obsédée. Je cherche l'homme de ma vie, hein, tu vois. Mais comment tu déconstruis ça? Parce que je veux dire, quand on est une petite fille, souvent, quand on grandit, moi je l'ai vécu, je vois mes copines, enfin les gens autour de moi, même les personnes qui viennent me parler, il y a vachement cette idée quand t'es petit, oui, un jour, tu vas rencontrer l'homme de ta vie, vous allez vous marier. Beaucoup moins aujourd'hui, mais il y a quand même un peu cet idéal. Ouais, oui, enfin, tu feras un beau couple, quoi. Tu feras un couple où il y aura de la passion. Aujourd'hui, tu feras un couple où tu vas t'épanouir parce qu'il y aura la passion au rendez-vous, la passion amoureuse jusqu'à la fin, enfin, toujours et encore. Il y aura des orgasmes, ça fait partie du truc, de la tendresse, de l'égalité, tu vois, avec le mouvement féministe, de l'égalité homme-femme. Enfin, genre, on va trouver enfin, mon meilleur ami, enfin, je sais pas, hein, tu vois, du soutien, de la fidélité. Alors, C'est vrai, on va tout trouver. C'est un peu cette alors, on idée. veut tout trouver, voilà, c'est ça. On veut tout trouver tout en un, tu vois. Bon, voilà, donc, ça va poser un problème parce qu'il y a énormément d'enjeux et d'attentes dans la relation. Et donc, ça veut dire déconstruire. Ça veut dire déjà voir comment je fabrique l'hypnose de ce rêve romantique et que j'attends énormément du sauveur, quoi. Le prince charmant, le sauveur, le chevalier servant, même s'il peut le jouer, hein. Il peut jouer cette partition. Mais peut-être que je suis plus réaliste, sachant que parfois il va jouer cette carte et parfois il ne va pas jouer cette carte. Et donc, d'abord, pour sortir de la dépendance affective, mais c'est tout un chemin. C'est OK pour faire couple avec un partenaire de notre choix. Peut-être que ça fonctionnera pas, hein. Fort probable qu'à un moment donné, ça cessera, hein, parce que tout démarrage de relation signe sa fin. Ça, c'est important de partir avec le principe d'impermanence et pas de ça durera jusqu'à la fin des temps. Ça durera oui ou non. Ça peut durer comme ça peut ne pas durer. Et donc, de se construire des appuis à l'intérieur pour aller dans la relation, hein, avec des lois comme tu t'aimeras d'abord et avant toute chose, tu te choisiras avant de choisir le partenaire et tu te respecteras. Hmm. Donc, tu ne feras pas des concessions, des compromis en veux-tu, en voilà, tu ne t'adapteras pas plus que ça, tu vois. Donc, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui être aligné, c'est-à-dire je ne fais pas passer l'autre avant moi. Et surtout pas parce que je rêve du couple romantique et que pour l'instant c'est le début, c'est la fusion, il est tellement merveilleux, nous sommes tellement dans une fusée, nanana. Donc c'est souvent ça le démarrage, hein, c'est normal. C'est fait, je te rappelle, c'est fait pour la reproduction quand même, toutes ces histoires d'être courtisé, de séduction, de passion, d'être amoureux. Tout est mis au service de la reproduction. C'est un peu ras la pâquerette, mais qu'est-ce que tu veux? C'est bien de le décrire comme ça aussi, parce que ça permet de voir comment cette espèce de croyance que oui, tellement merveilleux, nous sommes tellement merveilleux, tout ça, c'est fait exprès en fait, c'est pas hasard quoi. Sinon, on n'aurait pas survécu avec notre espèce, quoi. Donc c'est important de voir ça. Je trouve ça hyper pertinent. La phrase que tu as dit oui, quand le début d'une relation commence, il faut partir du postulat qu'elle va se terminer. Enfin, qu'elle n'est pas éternelle. Pas gagné.
Ouais, et ben je trouve ça très bien de le souligner parce que je trouve qu'encore aujourd'hui, il y a encore cette idée où on se met dans la relation dans un objectif de construire quelque chose ensemble, ce qu'il faut aussi, mais de long terme. Et en fait, on se dit, on a du mal à envisager le fait que ça puisse être temporaire. On est là, on veut que ça dure, et du coup, justement, ça amène à s'oublier. Parce que tellement qu'on veut que ça dure, on fait en sorte de pas voir les points qu'il faudrait voir et de s'oublier. Oui, tu as tout à fait raison sur ce qu'on appelle le déni, c'est-à-dire je vais créer des zones aveugles, parce qu'il y a ces zones non conscientes, hein, sur lesquelles je vais m'embarquer dans l'histoire, je vais vouloir que la relation fonctionne, et donc je vais mettre beaucoup au service de la relation, hein, pour que le couple fonctionne et perdure, et parfois au détriment de ma pomme, quoi. De mes besoins, de mes goûts, de mes aspirations, de mes amitiés, de mes espaces personnels, etc. Et donc, oui, s'oublier, c'est se perdre. Et là, quand tu commences à t'éteindre au sein de la relation, bah, tu perds l'autre parce que tu es moins sexy, tu es moins rayonnante, bon, t'es un peu dans la routine. Donc forcément, souvent, les mecs, oui, ils partent voir ailleurs, quoi. Donc, c'est un peu un essentiel de, tu vois, moi je le dis sans arrêt, mais c'est vraiment une loi, hein, c'est d'abord je m'aime, d'abord je fais du un, suis connectée à moi, j'aime qui je suis, je me choisis, et dans un deuxième temps, je peux aller dans le 2. Et je pars pas dans le 2 avant d'avoir fait du un, parce que la plupart des jeunes filles partent, parce qu'on a tous été carencés plus ou moins dans notre enfance, par les adultes qui nous environnaient, que ce soit les parents, la famille ou à l'école. Donc ces adultes-là qui nous ont pas assez aimés à la hauteur de ce qu'on aurait dû recevoir enfant, on part avec des carences ou de la maltraitance. Et donc on va chercher, à travers la relation amoureuse, la réparation de notre enfance. Et là, donc le sauveur, celui qui va me valoriser, me regarder, me dire des mots gentils, des compliments, de la tendresse, nanana, on attend ça parce qu'il y a eu des carences. Et donc, du coup, il y a souvent des attentes incroyables, quoi. Et l'autre, il peut de temps en temps nous réparer, mais c'est pas son job non plus, c'est pas notre sauveur, tu vois. Donc, quand il va commencer à pas être super sympa avec nous et à être plus dans ses trucs à lui, hein, t'imagines la tête qu'on va faire. Donc, c'est un peu ça. Tous ces mécanismes doivent être reconnus pour sortir de cette illusion ou de cette hypnose du rêve romantique qui après, parce que quand tu es au courant que ça ne se passe pas dans la réalité autant que tu l'imagines, quand tu fabriques moins cet imaginaire, tu peux y aller en sachant que c'est un imaginaire. Donc du coup, tu es plus pragmatique en fait, tu vois. Tu délires moins, tu es moins déçu en fait, puisque tu sais que c'est super chouette, mais ça peut se casser la gueule, c'est pas garanti, l'autre n'est pas là pour que c'est pas jouer ton sauveur toute la journée. Voilà, donc tu mises pas tout sur la relation. C'est pas, tu sors de amour, gloire et beauté, et mais tu peux le vivre quand même, tu vois, mais en étant lucide. Ça t'empêche pas de le vivre. C'est quand même dommage. C'est rigolo de faire ça, tu vois. C'est vraiment fleur bleue. Il y a un côté chouette de pouvoir s'offrir le Père Noël, le Prince Charmant, mais pas à l'endroit où tu n'es pas lucide. Mais sur le fait de s'aimer soi avant d'aimer l'autre, de s'aimer plus, en tout cas qu'on aime l'autre pour pouvoir donner aussi mieux, je trouve que c'est compliqué à faire quand il y a un moment dans la relation où on dit souvent, enfin on est fou amoureux, etc. Un peu l'idylle, le moment idyllique de la relation. Et je me dis souvent, c'est dans ce moment-là où parfois on a tendance à s'oublier et on donne beaucoup parce qu'on aime, on donne, et c'est à ce moment-là où on n'apprend plus à s'aimer. Et je trouve que c'est très compliqué de faire machine arrière quand on se rend compte qu'on a trop donné à l'autre au point d'arrêter de s'aimer soi. C'est difficile Ouais. de faire machine arrière parce que l'autre, il va pas comprendre non plus. Il va se dire, mais attends, tu m'as donné énormément, Non, là, d'un coup, tu reprends. c'est ça. C'est parce que dès le départ, trop donner, c'est trop contribuer. C'est déjà ne pas mettre tes limites dès le départ. Tu vois. Et donc, c'est ça qui est pas sain. Donc, en faisant des expériences, plus tu vas en faire, plus tu vas dire, ah bon, bah là, la prochaine fois, je céderai pas là-dessus. Tu vois. Je me positionnerai autrement assez rapidement. Je vais pas lui faire croire que, bah oui, il habite à l'autre bout du monde, bah moi, je ferai les déplacements alors que j'ai pas du tout envie de les faire. Tu vois, je vais pas me méprendre sur moi-même parce que je peux déplacer des montagnes, parce que je suis amoureuse, tu vois. Non, je vais mettre mes limites. Pourquoi? Parce que si je m'aime, j'ai pas forcément besoin de me dépasser, de me surdépasser pour faire vivre cette relation. Je vais faire des choses plus simples et plus faciles, quitte à ce que l'autre parte, tu vois. J'ai plus peur de le perdre.
Donc, j'arrête d'imaginer que c'est la seule personne unique, il habite à l'autre bout du monde, donc il va falloir que je fasse moi je l'ai fait, hein, fasse mes déplacements là, et que, tu vois, je me prends pour Superwoman et que je gère 10 trucs à la fois. Bon, non, à un moment donné, tu arrives à cette conclusion que c'est pas la peine. Et c'est ça, c'est connaître, c'est se connaître, hein, d'abord, connaître ses limites, connaître ce qui est bon pour nous. Si tu le connais pas, si tu connais pas tes limites, tu vas toujours en faire trop, en fait. Parce que tu sais même pas que tu n'as pas besoin d'en faire autant. Parce que Ouais. par amour, tu veux contribuer. Nous, on est des êtres humains, on est toujours tenté de contribuer pour ceux qu'on aime. Mais tout le temps, en fait. Voilà. Donc, c'est naturel, je dirais. Après, ça t'oblige à revenir vers toi, à te connaître. Qu'est-ce qui fait que moi, c'est moi, que voilà, par amour, on peut tout faire. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça me met bien? Est-ce que ça me met pas trop en stress? Est-ce que je me dépasse pas? Tu vois. Voilà. Je pense que pour en arriver à là, il faut aussi apprendre à aimer sa solitude parce que du coup, dans le fait de vouloir toujours contribuer à l'autre, c'est aussi une peur, bah, tu l'as dit, que l'autre parte et donc on veut le retenir. Mais en fait, du coup, ce qui se cache derrière, moi je trouve des fois, c'est la peur d'être seul, de se retrouver seul du jour au lendemain. Parce que du coup, vu qu'on attend de l'autre qui comble parfois nos carences affectives qu'on n'est pas capable de s'apporter pour le moment, on se dit si l'autre part, il pourra pas combler quelque chose qui comble déjà pas beaucoup, mais voilà. Et du coup, on a tellement peur de ça qu'on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Ouais, mais ça, c'est le chemin d'une vie, hein. Donc, mais pour beaucoup, hein, la solitude, la solitude, ça va renvoyer au célibat. Au célibat, pour les jeunes, ça va être, ah ben, je vais pas faire comme les autres, hein, je vais pas faire de couple, j'aurai pas d'enfant. Donc, c'est aussi la norme sociale, hein, qui renvoie fort au fait, tu vois, de se caser, d'être en couple, sinon tu es marginal, tu rates ta vie, tu rates tout. Enfin, c'est vraiment fort comme norme, hein, la norme du couple, hein. Et du couple et de la famille, en fait, hein. Et alors, les femmes, c'est en tant que mère. Si t'es pas une mère parce que t'as pas trouvé le partenaire, alors là, tu es stigmatisée. Donc, tu vois, c'est important de voir qu'il y a des représentations sociales qui sont énormes, sur lesquelles il faudrait s'affubler, quoi. Il faudrait rentrer dans ce moule. Sinon, quoi? Sinon, tu es exclu, tu vois. Sinon, voilà. Donc, la solitude, c'est aussi se départir de cette question-là et de dire, OK, parce que c'est vrai que c'est le point d'appui, c'est le point central. Si j'ai pas peur d'être seule, alors je vais facilement mettre mes limites dans la relation dès le départ. Si l'autre, comme là l'exemple, il est très très loin, bon, ok, je peux faire des kilomètres, je n'ai pas forcément envie de faire des kilomètres. Donc, je ne vais pas négocier sur ce truc. Donc, ok, mais si j'ai peur d'être seule ou de ne pas trouver un partenaire, une bonne personne, ah ben, je vais céder. Mm. Je ne suis pas dans l'abondance, étant donné que j'ai peur de me retrouver avec moi-même en disant, mais non, le célibat, c'est un cauchemar, quoi. Et notamment, plus tu as été maltraité ou carencé enfant, plus il y a eu des dégâts dans l'enfance, et plus la solitude s'est vécue comme un cauchemar, en fait. C'est surtout pas retourner à ça. Donc, tout sauf ça. Donc, vite, vite un homme, ou vite une femme, vite un couple. Il y a la norme, plus vite, je veux pas être seule. Donc, il va falloir lutter contre, apprendre à être courageux et à s'offrir des moments de solitude pour faire l'expérience en tant qu'adulte que ce n'est absolument pas comme quand j'étais enfant. Parce que j'ai changé. Ça, Et c'est toute une démarche qu'on fait souvent en thérapie pour aider les gens à être soutenus à cet endroit-là, parce que, il y a toujours le reste, le résidu de l'effraiement de l'enfant en nous, qui continue de se dire, oh là là, mon Dieu, seul, mais voilà, toutes les autres copines elles s'éclatent, moi pourquoi je m'éclaterais pas, je vais rater encore un truc, tout ce qu'on se dit, quoi. Est-ce que tu aurais quelques clés ou quelques conseils à donner à ceux et celles qui nous écoutent pour essayer de, comment dire, guérir, je sais pas si on peut en guérir complètement, mais apprendre à vivre avec, enfin, comprendre que les carences affectives qu'on a eues pendant notre enfance, on peut essayer de limiter leur influence peut-être sur notre vie future. Ben oui, c'est déjà les reconnaître. Parce que, bon, donc c'est pour ça qu'on fait souvent des chemins de thérapie les uns les autres, aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, parce que ça permet ou de développement personnel, de voir comment tu t'es articulé. Donc, de revenir sur les souvenirs où ça a été impactant et qui restent en trace. Il y en a qui ne restent pas en trace aujourd'hui chez l'adulte. Et donc, de voir ton fonctionnement, c'est quoi tes conditionnements, comment
Tu vois, tu t'es senti impuissant, on t'a mis à l'hôpital, tu étais tout seul, il n'y avait personne pour toi. Bon, bah, après, tu as peur de la solitude, tu as peur de ne pas être protégé, tu vas prendre un mec pour te protéger. C'est des exemples, il y en a plein comme ça. Et donc, de voir, ah, ceci a existé, je reconnais que ça existait, mais c'est quoi la continuité de ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que moi, je suis encore là-dedans? Et le changement, ça va être, les changements à opérer, s'il y en a, ça va être de voir comment je peux mettre des lunettes d'adulte au lieu de mettre des lunettes d'enfant. Mm. Puisque mon environnement a changé, je suis plus dépendant de ses parents, voilà, je suis plus à l'hôpital d'abord, j'ai plus les mêmes parents, je suis plus, ils sont plus là, je suis grandi. Donc, bon, voilà, donc j'ai beaucoup plus de moyens à ma disposition et de compétences pour gérer ce même événement de la solitude, par exemple, que quand j'étais enfant. Tu vois, alors que, en fait, ce qui se passe, c'est que on garde en nous les traces, mais on ne s'en rend pas compte, de ces impacts, de ces moments, et on les vit comme si on avait 3 ans, 4 ans, 7 ans, de la même manière, sans les avoir remaniés. Sauf qu'on a grandi, on est des adultes, mais on ne voit pas avec ces lunettes, on voit avec les lunettes de l'enfant. Donc, les thérapeutes, on apprend à mettre les conditions pour que les gens voient avec des lunettes d'adultes et pas avec des lunettes d'enfant, pour qu'ils sortent des stratégies de survie qui ont mis en place. Par exemple, ici, il n'y avait personne pour moi. Et donc, du coup, bah, je vais chercher un mec pour me protéger, pour être là pour moi, pour me soutenir, etc. C'est un classique, hein, si tu veux. Souvent, dans les messages que je reçois, souvent, tu vois, ce qui revient, c'est oui, mon père, et surtout l'amour du père, ça revient des fois la mère aussi, au niveau du contrôle, etc. Mais j'ai pas eu l'amour de mon père ou mon père m'aimait pas pour ce que j'étais. Des fois, même, il y a des violences et ce genre de choses. Souvent, on me dit comment un homme un jour serait capable de m'aimer pour ce que je suis si moi je lui donne juste ce que je suis capable de donner sans donner plus. Comment cette personne elle peut rester alors que mon propre père n'a pas su m'aimer pour ce que j'étais? Tu vois, ça, c'est vachement un discours que je retrouve dans les messages. Et je Un trouvais ça. autre exemple. C'est un exemple de relation, et notamment, tu vas retrouver le complexe d'Oedipe dans la relation amoureuse, que les filles, dans la relation au père, va se rejouer le même type, tu vois. Donc là, si c'est un père qui était autoritaire ou maltraitant, elle s'est pas sentie aimée pour qui elle était, donc fort à parier qu'elle va trouver des partenaires du même genre pour réparer ce que je disais. Donc des partenaires du même genre qui sont censés, enfin, tu vois, en plus c'est plutôt des partenaires hommes plutôt maltraitants qu'elle va retrouver. On se retraumatise, mais la tentative, c'est pas de se retraumatiser volontairement, c'est de trouver des personnes qui vont faire l'inverse de notre père, c'est-à-dire qui seraient des gentilles personnes, qui vont la bien traiter. D'accord? Mais comme elle n'est pas équipée pour, euh, pour choisir ces personnes-là, elle choisit toujours les personnes plutôt maltraitantes. Classique, hein, chez les femmes battues, on va retrouver toujours ça, même principe. Et donc, à un moment donné, sortir de cette boucle infernale, c'est toujours revenir sur le 1. Je vais apprendre, je ne vais pas demander à l'autre, à un homme, de m'aimer pour qui je suis. Je Mm. vais m'auto-parenter, c'est-à-dire je vais, moi, apprendre à m'aimer pour qui je suis, dans mes imperfections, dans mes qualités et mes défauts. Et après, je suis beaucoup moins influencée ou j'ai beaucoup moins de nécessité d'être aimée pour qui je suis par un homme. Parce que l'autre, il peut pas m'aimer tout le temps pour qui je suis. C'est juste impossible. Déjà, c'est complètement, c'est une hérésie. Les gens sont limités. Il n'y a personne de parfait. Donc, il ne pourra pas t'aimer tout le temps pour qui tu es. Ça, c'est sûr que non, puisque l'amour est conditionnel sur Terre. Il n'est pas inconditionnel. Mais on voit ici que la petite continue de chercher l'amour inconditionnel de son père, qu'elle ne trouvera jamais. La seule manière de s'aimer inconditionnellement, c'est de soi à soi. Donc, tu vois, déjà, on change de regard, on change de perspective. On apprend à la personne de s'aimer déjà pour qui elle est maintenant, dans l'instant, et dans l'instant T plus 1, et dans l'instant T plus 1, en s'acceptant le plus possible, et ça va augmenter la confiance en soi. Si j'ai plus confiance en moi, je dépends moins du regard de l'autre, donc j'ai moins besoin du partenaire qui m'applaudisse, qui me prenne dans les bras toutes les 5 minutes, mais s'il le fait, je profite. Le processus que tu décris, je me dis, c'est un processus qui est, je pense, le processus d'une vie aussi, apprendre à s'aimer pour ce qu'on est, etc. Et je me dis, comment tu arrives après à te mettre dans une relation et à, tu vois, continuer à essayer de garder ce processus de t'aimer, de pas être t'aimer à travers le regard de l'autre, pas chercher l'amour de l'autre pour t'aimer. C'est-à-dire, comment tu arrives à construire des relations saines, sachant que bah, tu as des carences de ton enfance, que tu essayes de pallier. Enfin, je veux dire, comment tu fais pour ne pas retomber dans la dépendance affective? C'est le chemin d'une vie, c'est par les expériences concrètes, en fait. C'est à chaque fois que tu vois que tu t'oublies, par exemple, ou que tu attends trop de l'autre, c'est-à-dire que tu ne réponds pas à tes besoins, tu attends qu'il réponde à tes besoins.
Ça, c'est un exemple concret. Je sais pas, je suis fatiguée, j'ai envie qu'ils me prennent dans les bras, mais je fais aucune demande. Donc ça part en cacahuète parce que j'attends qu'il me devine, qu'il soit télépathe, machin. Alors l'autre, il est télépathe ou pas, hein. Et donc, du coup, je n'obtiens pas ce dont j'ai besoin. Mais je ne suis pas en respect quand j'ai dit tu t'aimeras, tu te choisiras, tu te respecteras. Si je ne me respecte pas, si je ne suis pas en contact avec mes besoins en disant bon, écoute, moi j'ai besoin de tendresse, de me poser, de douceur, etc. Déjà, je vais lui faire une proposition. Ce soir, est-ce qu'après manger, on peut passer un moment? S'il veut, il veut. S'il veut pas, je vais le faire pour moi. Mm. Oui, oui, c'est Je vrai. vais pas attendre, mais je vais quand même faire des demandes. On va essayer. Je suis force de proposition. Mais si l'autre, pour un oui, pour un non, il peut pas, il n'a pas les moyens, c'est pas dispo, enfin bon, bref, je vais pas m'en arrêter là. Tu vois, donc je me prends en charge. C'est ça, je me respecte. Je m'occupe de moi, je prends soin de moi. Et si l'autre peut le faire, mais c'est bien. Mais tu vois, ça demande aussi d'être acteur, c'est-à-dire d'être vraiment. J'apprends à sentir ce dont j'ai besoin et j'apprends à faire des demandes. Je deviens proposante. J'attends pas que c'est lui qui me propose les soirées, les machins, les restos, les balades, les ci, les mi. Je suis en contact avec ce qui se passe en moi, mon monde intérieur, je les nomme, je les identifie, j'identifie mes besoins, mes envies, etc. Et je les nomme, je fais des demandes. C'est pas, je fais pas des demandes à l'univers, ça c'est ridicule. Je fais des demandes à mon partenaire, voir si lui, il est OK ou pas. Et s'il n'est pas OK, est-ce qu'il y a une marge de négociation ou pas? Mais à ce moment-là, je me parente. Il n'est pas mon parent. C'est ça qui va être la différence, tu vois, c'est extrêmement concret, hein, finalement. C'est pas des trucs je m'aime, donc je suis. Non, c'est vraiment, j'apprends, c'est vraiment le chemin. J'apprends à me respecter, à m'écouter, à me connaître, à savoir qu'est-ce qui fait que moi, c'est moi, hein. Je sais pas, moi, si j'aime la salsa, ben, j'aime pas le cheval. Si lui veut faire du cheval, c'est bien, mais bon, moi, j'aime pas. Donc, je vais faire de la salsa, je vais continuer, etc. Tu vois, je vais pas me plier au desiderata de l'autre parce que soi-disant en couple, il faut faire tout ensemble. Ben non. C'est Donc ça. ça veut dire aussi donc mettre des limites, oser le non, prendre le risque du rejet, prendre le risque du mécontentement, et donc oui, ça veut dire aussi se retrouver à la solitude. Si l'autre ne m'accepte pas comme je suis parce qu'il préfère que je change pour aller dans sa direction et que moi j'ai pas envie, ben, parce que je veux rester moi, donc, ça veut dire que bah, peut-être que je peux le perdre. Et effectivement, on revient sur la solitude et la peur de perdre. C'est un fondamental, c'est la racine. Je me respecte parce que je me choisis, et si je me choisis, j'ai pas peur de le perdre. C'est Tu vois, ça. mais c'est le chemin d'une vie, c'est pas juste là, on le dit en théorie, machin. Mais ça va passer par l'expérience. Tant que tu l'expérimentes pas, ben, tu peux pas trouver des appuis intérieurs en toi, parce que quand tu es petite et que tu as été carencée, tu as eu un papa qui était pas très gentil, tout ça, tu attends la réparation. Tu attends que l'homme, là, qui soit le chevalier servant. Donc, t'en trouves un, tu es un peu baba devant lui, tu vas l'admirer, tu vas dire, ah ouais, quand même, il y a des fois, il le fait. Donc, s'il le fait, il peut le faire tout le temps. Ben non. Et dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui me venait, c'était le fait de se responsabiliser aussi vis-à-vis de la situation, plutôt que de tout le temps être dans l'attente, de se dire bah il est censé être télépathe, savoir ce que je veux, bah prends les devants, toi exprime ton besoin, et si lui il peut pas te l'apporter, bah regarde si toi tu peux te l'apporter toi-même, notamment bah, elle a besoin de tendresse ou ce genre de choses. Et je trouve que c'est une notion que parfois on n'a pas. En fait, il y a énormément ce discours chez les jeunes de oui, mais il est censé savoir ce que je pense, il était censé le savoir. Alors qu'en réalité, pas du tout. Je pense que tu l'as très bien dit, mais il faut déconstruire toute cette idée-là autour du fait que la personne est censée savoir ce qu'on veut. Oui, l'autre n'est pas télépathe, mais ça, de toute façon, c'est en faisant des expériences quand tu es jeune, hein, que c'est la représentation du prince charmant. Le prince charmant, il est télépathe, l'autre, il devine tout, tu vois. Il vient secourir la princesse là-haut, là, et il défie tous les obstacles pour aller dans le donjon. Bah oui, mais c'est bien, mais pourquoi pas, hein, sauf que c'est bien aussi quand tu prends ta responsabilité, effectivement, et que tu nommes ce que tu veux, et même si tu es en colère, pareil, ça c'est sur les émotions, hein, l'autre n'a pas le pouvoir de te mettre en colère, ou de te rendre triste, ou de te rendre malheureux. Tu es responsable de rester dans le lien parce que tu mets pas tes limites, parce que tu as peur de le perdre, parce que tu vois. Donc, si tu reprends ton pouvoir, tu t'abîmes moins, ou tu fais des expériences où tu t'abîmes, puis après tu dis, ouais, mais attends, c'était quoi ma responsabilité? Lui, il n'est pas méchant, il n'est pas machin, il est comme il est, ou il est infidèle, il est ce qu'il est. Pourquoi moi, je suis restée là-dedans?
C'est ça. Et en fait, finalement, on fait le tour parce que, tu vois, une fois que quand tu te mets dans une relation et que tu essayes de respecter tes besoins, mais tes limites, peut-être que des fois, la relation, elle évolue et au bout d'un moment, tu t'oublies. Là, ta responsabilité, c'est de te dire, mais pourquoi je reste là-dedans? Et justement, de déconstruire cet idéal de on doit rester ensemble toute notre vie. Et là, du coup, auquel cas, peut-être mettre un terme à la relation parce que tes besoins ne sont plus écoutés. Mais ouais, c'est une boucle. Tu vois, c'est vraiment, tu vas être confronté aux peurs. Donc les peurs de l'être humain, c'est fondamental, parce que c'est ça qui va accrocher, hein. C'est la peur de manquer d'amour, ou dans le futur, si ça fait longtemps que je suis avec lui, je suis attachée, maintenant si il disparaît de la vie parce que d'un coup je suis radicale, ah là là, mon Dieu, avec tout ce que j'ai bâti avec lui, les enfants, la maison, le machin, nanana, ou tout l'idée du projet couple, tous les projets, les voyages, l'imaginaire du couple romantique, parce que même si ça fait un an, il y avait tout, tu vois, tu avais le bateau là, tu étais parti dans le bateau et il y avait tout un truc qui s'était construit dans ta tête, et d'un coup, tout ça, ça disparaît à l'idée de le perdre. C'est Mm. souvent mental d'ailleurs. Donc, c'est la peur de manquer d'amour dans le futur, la peur de manquer de sécurité dans le futur. Il est là, je me sens en sécurité, ça y est, il y a un cadre, il y a un projet, donc il y a un cadre, donc ça y est, je peux dormir sur mes deux oreilles. Donc, ça, c'est la peur de manquer de sécurité. Et beaucoup d'enfants qui ont été impuissants dans leur enfance, par moment, ils ont peur de manquer de sécurité, donc ils vont attendre de la sécurité par le couple, hein. Donc, j'ai peur de manquer de sécurité, j'ai peur de manquer d'amour dans le futur, j'ai peur de manquer d'argent peut-être. Donc, financièrement, à deux, soi-disant, ça ira mieux, ou je peux m'appuyer sur l'autre. J'ai peur de manquer de soutien. Enfin, tu vois, tu as, plein de peurs qui arrivent, qui sont des peurs de survie, en fait, tu vois. Ouais. Et qui sont complètement imaginaires pour le coup. Parce que quand on est adulte, quand on chemine évidemment de temps en temps dans des périodes de célibat, etc., tu te rends compte que si tu construis ta vie joyeusement avec des ressources et tout, tu manques pas d'amour, tu as des amis, tu as des activités, tu as un boulot que tu as sympa. Enfin, voilà, tu manques pas, tu peux arriver à ne pas manquer d'argent si tu es un peu adulte et que tu sais faire un budget, enfin, etc. Tu vois, ce sont des peurs qui sont vraiment imaginaires et qui empêchent de te mettre en accordance et de te respecter, de t'écouter, de mettre des limites. Mais sur le point de s'apporter de la sécurité, est-ce que tu as un conseil sur comment on pourrait s'apporter de la sécurité et ne pas attendre de l'autre qui nous apporte de la sécurité? Parce que je trouve que c'est un point un peu compliqué, ça. Ça, c'est un des points un des plus costauds, parce que on revient sur la solitude, c'est la racine, c'est l'angoisse de mort, hein, la sécurité. Mm. Déjà, un petit 1, accepter que la vie est impermanente. On l'a dit tout à l'heure, hein, on le redit, il n'y a pas de garantie nulle part. Voilà, tout peut s'arrêter, tout peut être retiré, ton couple, ta maison, tes enfants, tes machins, tout ce que tu veux. Donc, partir de ce postulat qui est l'impermanence, tu vois. Donc, il n'y a rien qui est garanti. Bon, je mets de l'énergie parce que c'est bien, je mets de l'énergie au service de cette relation qui démarre, ou ça fait un an que je suis dedans, bon, je mets de l'énergie dedans. Mais je mets de l'énergie en sachant, en étant au courant que ça peut s'arrêter. Comme ça, il y a un truc qui est posé déjà. C'est pas, ça s'arrêtera pas, il faut pas que ça s'arrête. C'est peut-être ça peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter tout le temps. Alors déjà, ça calme un peu, tu vois. Euh, et puis la sécurité, ça va se travailler justement sur apprendre à répondre à ses besoins, Mm. comme on l'a vu, tu vois, se parenter. Parce que plus tu apprends à répondre à tes besoins, bah, moins les autres se sont nécessaires, en fait. Et tu apprends aussi à faire des demandes d'aide, hein. Par exemple, tu ne sais pas bricoler, tu demandes à ton voisin de t'aider à bricoler, tu payes quelqu'un pour bricoler. Bon, pas forcément besoin d'un partenaire, d'un compagnon toutes les 5 minutes. Donc, tu apprends à te débrouiller, en fait, et à faire avec les autres. Donc ça, c'est la partie je réponds à mes besoins. Et puis, après... c'est enfin, déconstruire. Arrêter d'être complètement piégé par le mental qui part dans le futur catastrophe avec toutes ces peurs irrationnelles qui sont sans arrêt, je construis que dans le futur, si j'ai pas la bonne personne, si j'ai pas nana, si j'ai pas de sexualité, si j'ai pas ceci, si j'ai pas cela, ça va être la cata dans ma vie. Donc ça, il faut vraiment faire attention à toutes ces pensées qui sont des pensées du pire et qui empêchent de profiter de l'ici et maintenant. Ouais, c'est Et la sécurité, elle peut venir que de l'endroit où tu savoures le présent dans les petites choses du quotidien, pas dans les machins mentaux, parce que le mental, il va toujours te piéger en fait. Et ça s'apprend aussi. C'est beaucoup par la méditation ou par l'observation, pas forcément la méditation, mais l'observation de tes pensées, que tu peux voir combien tes pensées, elles partent, elles délirent complet en fait. Ça part sur un futur qui n'existera nulle part et
qui n'existe pas. Et il y a aussi ce truc par rapport à ce que tu disais, mais c'est aussi s'ancrer peut-être dans le moment présent, arrêter de vivre dans l'idéal de la relation future, peut-être l'idéal du mariage, ce genre de choses. Parce que tu vois, on a tendance des fois à vivre dans les projets futurs, le voyage qu'on a prévu, ce mariage qui est censé venir, les enfants, et alors qu'en fait, on ne se rend pas compte de la situation réelle telle qu'elle est à un moment T. C'est ça. Bon, non, mais ça, on fait tout ça, hein. Donc, il y a beaucoup de personnes qui déchantent parce qu'elles ont tellement investi de l'énergie au service du projet couple, hein, de la rêverie romantique, hein, ou de la famille prévue, hein, qu'elles désinvestissent. C'est-à-dire, tu investis le rêve du projet à la hauteur de ton désinvestissement personnel, désinvestissement dans l'instant. Plus tu investis dans le mental, et moins tu investis ici, puisque tu vis dans ta tête, en fait. Donc après, si ça chute, s'il y a un arrêt brutal, bah forcément, tu es complètement asphyxié, puisque ça déprogramme toute ton affaire mentale, en fait. Et le mental, il conduit, il guide. C'est comme si tu étais c'est comme si tu étais dans un véhicule et il prend les rênes, en fait, tu vois. C'est plus toi qui conduis. Donc, tu es un peu dans la merde. Ouais, c'est hyper pertinent ce que tu dis. Et je me dis, demain, pour celles qui sont dans la dépendance affective, celles qui, enfin, là, peut-être, on a donné les clés pour essayer d'en sortir et éviter de rentrer dedans, mais quand tu es dedans, je trouve aussi, il y a ça, c'est extrêmement difficile de s'en rendre compte qu'on est dedans. Souvent, on s'en rend compte après. Moi, je sais que j'ai été une fois dans une de mes relations dans la dépendance affective, et je m'en suis rendu compte après, d'ailleurs, en regardant une de tes vidéos, et je m'en suis rendu compte après, et là, j'ai réalisé plein de choses, mais c'est vrai que sur le moment, c'est très difficile, je trouve, de le réaliser, à moins de suivre une thérapie ou de suivre des vidéos à ce sujet ou d'avoir quelqu'un qui nous montre les choses. Et encore, même si on nous montre les choses, si on ne veut pas les voir, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai, parce que c'est pas évident. C'est facile de faire du déni, parce qu'il y a des moments chouettes quand même, tu vois. Donc, de se dire, ah ouais, il y a quand même des bons moments, etc. Mais il faut évaluer le niveau de tension, le niveau de souffrance, éventuellement les troubles du sommeil, éventuellement l'obsessionnalité des pensées, l'envahissement des pensées sur l'autre. Ça peut être la jalousie, ça peut être, ouais, je sais pas, enfin, tu vois, des tensions, quoi. Tu deviens tendu. Donc, dès que ton niveau de stress augmente de manière déraisonnable, ça veut dire que ta relation n'est pas du tout épanouissante, en fait. Donc, c'est bien de ne pas méconnaître les signaux du corps euh, parce qu'ils sont indicateurs que, en fait, non, il y a quelque chose qui tourne pas si rond que ça. Donc, ton mental va te dire, ah mais oui, c'est formidable, il est tellement formidable, nous vivons des moments tellement extraordinaires. Et puis, promis que, patin, tati, nous irons sur notre cheval blanc visiter des beaux pays. Non, bon, ça, c'est le mental. Mais qu'est-ce que tu vis dans ton corps, quoi? Mm. Donc, ton ressenti, c'est important de te mettre en contact avec ton ressenti et pas de le nier, parce qu'il y a souvent une négation du ressenti avec des idées qui sont, bah oui, mais non, mais c'est pas si grave que ça va bien quand même. Ben non, ça va pas bien. Ça va pas bien parce que il y a des troubles qui apparaissent. L'anxiété, ça peut être, enfin, je sais pas, il y a plein de troubles qui peuvent apparaître, voire la personne peut somatiser. Donc, elle a des peines de cœur, tu vois. Mm. Donc, c'est important de voir que ces tensions ne sont pas nécessaires dans la relation. Parce que l'idée de se mettre en couple, c'est pas pour être stressé, hein. Ça sert à quoi? Sinon, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la solitude. Mais justement, il y a quelque chose à voir avec, non, c'est pas fait. Ça doit être quand même globalement beaucoup plus harmonieux que disharmonieux. À quoi ça sert de te mettre en couple si tu es en stress comme ça, tout ça pour garder l'autre, parce que tu t'imagines que l'autre, sans l'autre, mon Dieu, ça y est, c'est la fin du monde. Ouais, c'est ça. En fait, ça revient toujours sur les mêmes choses. Enfin, ouais, je pense qu'une des clés, c'est vraiment de comprendre qu'on n'a pas besoin de l'autre, en fait, faut s'apporter à soi ce qui est bon pour nous et ne pas attendre de l'autre. Et je pense qu'une fois que tu arrives à, même si ça doit être super compliqué tout le temps, mais une fois que tu arrives à gérer ta solitude, à t'aimer et t'apporter répondre à tes propres besoins, je pense que du coup, Il t'as y a un du... paquet fait, ouais. Ah bah c'est sûr que là c'est la sortie de la dépendance, ouais. Ouais. C'est la libération, parce que la porte, c'est la solitude. C'est l'angoisse de mort, la solitude, hein. Ça renvoie à l'angoisse de mort, hein. Ça renvoie au vide, à la finitude, à l'exclusion aussi par rapport à la norme sociale, hein. Je suis pas comme les autres, je suis pas Mhm. normale, je vais tout rater. Bon. Donc, c'est le rien, quoi. C'est revenir au rien. Et bon, bah, faut visiter cette ombre, qui n'est pas une ombre, parce que dans le vide, il y a le plein. Mais il faut aller scolter l'ombre, en fait. C'est toujours courageux et audacieux d'oser se confronter à l'ombre, c'est-à-dire
Bah oui, c'est pas. Voilà, il y a moins d'intensité, il faut trouver de l'intensité dans la solitude, il faut se construire son univers, il faut trouver des ressources au niveau global dans sa vie, que ce soit professionnel, familial, affectif, intellectuel, spirituel, enfin toutes les sphères. Il faut Mm. les nourrir. Donc ça te demande de te prendre en main, en fait. T'attends pas que l'autre il vienne te proposer bon alors on va lire un livre, bon alors on va à la piscine, bon alors bah non, à toi de te prendre en main, donc de te booster en fait. Déjà, ah bah non, je vais aller explorer un truc que j'ai pas fait, je vais aller au ciné toute seule, je vais aller voir un groupe que j'ai pas fait, je vais faire du tantra, je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Bon, donc du coup, il y a quelque chose d'un peu courageux. Mais après, bah, tu prends appui sur toi, quoi. Mm. Et Et, la fin, c'est pas de rester seul, hein. Le but du jeu, c'est pas de se priver d'une relation, mais pas à n'importe quel prix, en fait. c'est intéressant ce dernier point parce que du coup, j'avais vu quelque part qu'il y a ce risque aussi de tomber dans je crois que c'est ça le terme, mais l'hyperdépendance ou le fait où tu te dis j'ai vraiment besoin de personne pour t'es là, tu te dis la solitude j'aime bien, je sais la gérer, j'ai besoin de personne et du coup c'est une autre forme de dépendance finalement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Bah oui, l'indépendance, c'est pas une fin en soi. Alors aujourd'hui, moi j'avais des fois été interviewée sur la sologamie. Je me marie avec moi-même. Oh, comme je m'aime. Non, bon, là, c'est le grand délire, tu vois. C'est pas une finalité. Bon, après, si ça te fait plaisir, je m'en fous, hein. Chacun fait ce qu'il veut à sa porte. Mais c'est pas une fin en soi, puisqu'on est quand même des êtres relationnels et c'est chouette de vivre l'incarnation à partir de la relation. C'est-à-dire, on peut aller dans le 2, on peut aller dans le un, on peut aller dans le 2, on peut aller dans le collectif, tu vois, mais voilà, se relier, et ça a un certain goût, certaines saveurs d'être connecté à quelqu'un d'autre. On a tous profondément des aspirations à se connecter à un autre ou à des autres, ou à être au service de l'humanité, ou à je sais pas quoi, bon bref. Donc à faire vivre l'amour, donc, mais à l'exprimer si tu veux. Tu vas pas garder ton amour pour toi toute seule. Je m'aime, je m'aime. Bon, c'est un premier travail qui est première étape. J'apprends à m'aimer pour qui je suis. Après, j'offre et je me connecte. Et donc, oui, la dépendance, l'hyperdépendance, c'est bah voilà, j'ai tellement souffert que maintenant je me débrouille toute seule. Je suis fière de moi et je suis résignée. Voilà, parce que je me suis tellement tapé des relations pénibles que maintenant j'anticipe que plus jamais on m'y reprendra plus. Tu vois, ben non, on m'y reprendra plus. J'ai appris des choses de mes dernières expériences, forte de ce que j'ai compris, acquis, solidifié. Je peux retourner à la relation, mais avec une autre vision du monde. Tu vois. Et comment tu penses qu'on peut sortir de cette hyperdépendance quand on est là-dedans? C'est en apprenant à montrer de Déjà, l'amour. il faut le voir. Voir que tu es scotché dans je fais seul et je fais seul et je me débrouille toute seule et les mecs, c'est tous des chiants et de toute façon, il n'y a personne pour moi et enfin, toutes ces espèces de blabla complètement irrationnel, enfin débile, quoi. Ça sert à rien de rester là-dedans. Parce que tu peux te le raconter jusqu'à demain. C'est juste que ça va pas te rendre tellement heureuse. Parce que notre aspiration la plus profonde, c'est quand même la connexion. Mm. C'est l'amour. Et l'amour, c'est l'amour de soi, mais l'amour avec. Hein. Bon, donc du coup, ben, sans se perdre. Donc du coup, ben voilà, ça, c'est des apprentissages. Hein. C'est comme, voilà, tu apprends en faisant des erreurs et tu comprends des choses et après tu y retournes. Donc y retourner, parce que l'idée, c'est l'interdépendance. C'est et je suis bien seule et en même temps, je fais avec toi. Et donc, on va s'enrichir l'un de l'autre de nos univers respectifs, mais en mode, on est deux personnes autonomes. On n'est pas là à s'agripper à l'autre et à s'adosser à l'autre parce que j'ai besoin de mon sauveur et lui, pareil. Parce que les hommes, c'est pareil aussi. Hein. Les hommes, ils sont en sécurité s'il y a la nana qui est à côté, ils sont dans le confort. Et donc, ils ne veulent pas être seuls. Ils remplacent de l'une à l'autre, de l'une à l'autre. Bon, donc, c'est aussi des dynamiques masculines. Hein. Il n'y a pas que les femmes qui sont concernées. Mais non, à un moment donné, je peux faire avec et je peux faire sans. Mais c'est mieux avec. Mm. À condition, pas à prix coûteux, à condition vraiment que cette relation soit chouette, hein, soit concordante. Concordante, c'est-à-dire sexe, cœur et plus haut. Sexe, cœur et spiritualité. C'est-à-dire, il y a et intellect, hein, et que les niveaux soient correspondants. Si tu veux. S'il y a des niveaux qui ne sont pas correspondants, très souvent, il va y avoir de la frustration et parfois trop de frustration. Donc, c'est bien d'être exigeant, tu vois, et c'est mieux d'être exigeant, d'attendre de trouver une personne qui corresponde, plutôt que de faire des choix par défaut, de dire ah bah c'est mieux, je me mets sur un site de rencontre, donc je préfère celle qui passe, déjà elle est pas mal, parce que de toute façon, j'aime pas être seule. Mais Tu vois. alors, je me demande, tu vois, comment tu trouves la limite, bon, c'est une question un peu vaste, mais entre être exigeant, je suis d'accord, je trouve que c'est bien pour avoir quelqu'un qui nous correspondrait un peu plus déjà
plutôt que se contenter de quelque chose qui nous correspondrait pas, enfin à nos besoins. Mais je me dis, des fois la limite, elle est fine parce que je connais aussi des gens où ils ont eu le travers, où ils sont tombés trop exigeants, limite. Mais il y a aussi cette peur de l'intimité avec quelqu'un, etc. Donc je me dis, trouver la limite, ça doit être compliqué. Ouais, c'est ça. Alors, trop exigeant, effectivement, tu peux tomber sur des profils qui sont des évitants de la relation parce qu'ils ont peur de l'intrusion ou peur de trop d'attentes, d'exigences de leur partenaire et qui ne pourraient pas y répondre. Donc, peur d'être déçus, en fait. Mm. Donc, ils anticipent que ça va être compliqué, décevant, exigeant. Et donc, mais c'est que du mental, hein. C'est des mémoires, de nouveau. Ça a été vécu comme ça avec les parents. Et j'anticipe que la partenaire, voilà, et si c'est un homme, et je vais régler mes comptes à la femme, en étant toujours genre j'y vais, mais j'y vais pas, j'y vais, mais j'y vais pas. Donc là, ça doit être de nouveau visité, examiné, on a changé, ce n'est plus ma maman, j'arrête de régler les comptes à la femme. Tu vois, bon, c'est toujours le même process en fait. C'est regarder autrement. Il y a une question aussi qui m'est venue en t'écoutant. Je voulais savoir ta position sur, du coup, enfin ta position sur le mariage. Parce que, du coup, on en discutait sur le fait de pas se dire que cette personne, enfin, se dire que la personne peut être temporaire. Voilà. Et je me dis, du coup, enfin, qu'est-ce que tu en penses du mariage? Parce que le mariage, c'est une promesse d'amour pour toujours, entre guillemets. Donc, du coup, ça m'intéressait de savoir ton point de vue. Alors, mon point de vue sur le mariage, je trouve ça poétique. Euh, Allez, j'aime beaucoup la poésie, tu vois, les mythes, les symboles, etc. Donc, je trouve que c'est un symbole d'approfondissement, d'engagement. Et je trouve ça assez joli, l'idée d'aller dans une direction où on s'engage, mais ça ne doit pas être un idéal ou un dogme. Parce que si tu le vois comme ah oui, et moi je suis quelqu'un qui va m'engager là-dedans et je suis fiable et ce pour l'éternité et ce sera gravé dans le marbre, tu vas contractualiser dans l'invisible ce qu'on appelle un contrat de mariage, que tu te maries ou non, hein. Ce n'est pas forcément officialisé avec le maire, mais tu peux te contractualiser un mariage, de faire une alliance comme ça d'amour romantique dans l'invisible, qui va faire que quelque part, tu crées un lien d'enchaînement, t'es enchaîné à cette personne jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça, c'est le mariage. Mariage est pour l'éternité, et ce, pour toujours. Et donc, ces alliances sont des alliances qui peuvent être extrêmement toxiques, parce que si l'autre il s'en va pour une raison ou qu'il meurt, bref, toi, tu es toujours attaché à jusqu'à la fin de ta vie. Donc, tu n'as pas de place pour quelqu'un d'autre dans ta vie. Bon, c'est l'histoire, j'avais fait un truc sur les flammes jumelles, c'est un peu cette affaire. Mais ça peut être un mariage romantique d'amour, c'est vraiment mon prince charmant, machin. Et ce, pour la fin de ma vie. Surtout s'il y a eu une forte fusion à un moment donné et que tu as trouvé plein de bonnes choses dans cette relation qui t'ont nourri. Alors, tu peux te dire, c'était mon partenaire, c'était mon grand amour. C'était avec lui que je me suis mariée, hein, dans mon être, au fond, de tout mon cœur. Et donc, du coup, il n'y a pas de place pour la suite, en fait. Donc ça peut être extrêmement dangereux d'en faire un dogme et de ne pas voir combien c'est moi qui ai décidé de me marier. Personne ne m'a rien demandé ici, hein. On m'a pas mis la pointe sur la temple, hein. Donc si je me marie, je peux déconstruire ce contrat que j'ai fabriqué moi-même en rompant les liens, mais dans ma tête, c'est tout dans l'imaginaire de toute façon, hein. Donc j'ai construit dans l'imaginaire, je déconstruis dans l'imaginaire, je romps ce lien, je me sépare, je divorce. Parce que ça va laisser de la place à un autre chapitre. Mais après, oui, on peut se marier. Tu peux faire. C'est pour ça que j'aime bien les mariages qui peuvent se démarier. Je me marie, mais si ça ne me correspond plus, si cette personne, dans cette période de ma vie, me correspond plus, alors qu'au départ, ça on peut changer, hein, là, je me démarie. Et si je me démarie, eh ben, à ce moment-là, ça va. Ça laisse de l'espace. La page est neuve, quoi. J'aime bien l'idée que tu as développée sur l'idée du mariage, même dans l'invisible, pas forcément papier ou réel, parce qu'il y a quelque chose que je vois énormément, et c'est des jeunes filles, ou des fois des jeunes hommes, mais c'est plus des jeunes filles qui reviennent vers moi. Elles disent, oui, par exemple, j'ai rencontré une personne, cette personne me correspondait, etc., mais pour l'instant, c'est pas possible. Et elles construisent cette idée que non, mais c'est cette personne. Donc, je sais qu'un jour, ça va arriver, ou tu vois, elles l'attendent où elle reste accrochée, et la personne fait ce qu'elle veut, entre guillemets, et du coup, l'autre, elle reste là accrochée. Et tu vois, il y a cette idée. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu cette espèce de mariage invisible dans sa tête en se Ouais, disant, mais c'est cette personne-là. tout à fait. Et oui, c'est l'affaire du prince charmant, hein. C'est toujours pareil. Mais le prince charmant, il y en a, tu vois, c'est pas les princes charmants, c'est le prince charmant. Mm. Donc le prince charmant, c'est l'homme de ma vie, c'est le référentiel, c'est l'unique, c'est le spécial.
Voilà, c'est l'époux, l'amant, le machin. Bon, voilà. Donc on revient sur cette histoire qui est très liée de nouveau à la spécificité de l'humain, hein, puisqu'on a besoin non seulement de se reproduire, comme j'ai dit, mais de se soutenir, de s'engager, tu vois, de rester ensemble pour faire face contre l'adversité. Il y a un truc comme ça dans le mariage, qui à deux, on est plus fort. Et ça, c'est pas vu non plus, hein. Donc, cette histoire de je vais me compléter avec quelqu'un pour arrêter de me sentir séparée, seule au monde, c'était le mythe de Platon, hein, qui est le banquet de Platon, où tu vas te compléter avec un autre que toi pour retrouver ton origine yin-yang, là, voilà, donc tu prends ton complément. On revoit avec Adam et Ève, enfin, on revoit toutes ces symboliques de je vais me compléter avec un autre que moi. Et on voit combien ça peut être extrêmement dangereux d'adhérer à ça, Mm. parce que ça fait croire que si tu te complètes, alors tu trouves le bonheur à la clé. Enfin, là, tu as trouvé, ça y est, tu as le pompon. Non, tu n'as pas le pompon, c'est le démarrage des emmerdements, justement. C'est parce que l'autre ne peut pas te compléter. C'est comme si tu projettes sur une figure humaine un dieu ou une déesse. C'est-à-dire, l'autre va être mon idole, c'est une idolâtrie, hein. Et donc, c'est Dieu à la place de Dieu. Il va me compléter, il va me rendre heureuse, grâce à la famille que nous avons construite ensemble, nous allons être heureux. Et c'est ce partenaire unique et pas un autre. Et donc, ça fait une fixation sur une personne qui va empêcher la vie d'être mouvante, tu vois, Mm. parce que ça rigidifie sur une histoire. Et du coup, ça crée un attachement particulier. Mais du coup, il n'y a rien qui va. Ça va se figer, quoi. Ta vie va se figer dans un carré et t'es coincé dedans, quoi. Donc, comme la vie est impermanence et mouvement, c'est bien de circuler, hein. Donc, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Quand il y a. Et ça, avec cette histoire mentale c'est piégeux. Ce truc de bah oui, c'est l'homme de ma vie, ou ça pourrait être l'homme de ma vie, et c'est lui, c'est l'unique, c'est mon chevalier servant, c'est mon prince charmant, maintenant. Et quand on se voit, on s'est vu un petit moment, ça a été tellement merveilleux. Alors, bah, c'est ça aussi, hein. Oh là là, c'est la fusion, c'est vraiment merveilleux. J'ai goûté à ça, ça y est, c'est bon. Il me faut ça toute la vie. Bon, voilà, là, t'es piégé, complètement piégé comme une souris, hein. Piégé Et en donc, ferré. tu penses que du coup, le conseil, s'il y avait un conseil à donner pour les personnes qui sont là-dedans, c'est pour se dépiéger, ça serait de vraiment relativiser en se disant enfin, que c'est une construction qu'on crée nous-mêmes, déjà à le réaliser, et de se dire que voilà, j'ai bien aimé l'idée de oui, la vie est mouvante, enfin, il faut aussi se laisser l'opportunité de rencontrer du monde, de rencontrer d'autres gens, finalement, aux rencontres. Oui, de rencontrer, de pas se phagocyter avec une seule personne, tu vois, de pas s'étouffer dans le couple. C'est-à-dire d'apprendre à rester ouvert au monde, de circuler dans le monde, avec des amis, avec des activités, avec tout ce que tu veux. De pas rester à tête, là, à deux, rien qu'à deux, parce que c'est vite fait de se dire, ah, on est tellement bien ensemble qu'on reste collés ensemble. Ouais, mais très bien. Mais là, tu t'enfermes. Et donc, tu circules plus. Et tu t'appauvris parce que du coup, tu découvres plus rien d'autre. Enfin, oui, tu t'appauvris. Donc, c'est dommageable, en fait. Au lieu de t'enrichir, tu t'appauvris. Donc, ça n'a aucun intérêt avec la jalousie, la possessivité. Ah bah non, je peux pas te laisser aller là parce que sinon tu vas partir là. Bah non, va t'enrichir et après tu reviens, tu vois. Donc il y a ce truc qui est important aussi de laisser un peu de liberté, d'espace. Mais ça peut être que si tu es un peu sécure, quoi. Parce que si tu es toujours flippé, tu as besoin de l'autre, tu le ramènes à toi, tu es possessif, quoi. Il faut toujours qu'il te regarde, là. Tu peux pas le lâcher 5 minutes parce qu'il doit te regarder du matin au soir. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Tu vois, ça va avoir ça. Donc c'est déconstruire cette histoire de ce qu'on avait dit là du mythe romantique. Et puis aussi, ce qu'on avait dit qui était le piège, c'est de croire que tu peux pas, c'est de croire que tu peux pas t'en passer en fait, de croire que l'amour romantique, le prince charmant, c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre. C'est de rendre la relation centrale. Et ça, c'est aussi dommageable. C'est pas vrai, hein, c'est juste une croyance qui date de Mathusalem depuis le 18e, hein, ça existe, l'amour romantique. Mais, euh, mais oui, non, c'est pas un indispensable, quoi. Tu as des personnes qui vivent sans sexualité, il y en a qui vivent très bien sans connexion, sans amour. Tu as plein de gens qui vivent différemment, en fait. Et ils vont très bien, hein. Oui. Euh, il y a un dernier point que je voulais aborder avec toi, et tu l'as soulevé, tu as parlé de la jalousie et de la possessivité.
Est-ce que enfin, je pense que c'est un peu plus complexe, mais est-ce que la jalousie pourrait être aussi liée à la dépendance? On a tellement peur que l'autre parte, nous abandonne et nous laisse seuls qu'on en est possessif, jaloux. Il faut pas qu'il aille regarder ailleurs ou qu'il ait la possibilité de partir. Ah bah complètement, ouais, c'est complètement vrai. Ouais, c'est complètement ça, hein. Euh, Oui, oui, la jalousie, c'est le terrain, c'est, je veux pas le perdre. Je veux qu'il mette toute son attention là. Et c'est ça, c'est pas forcément, peut-être il y a des niveaux de jalousie. C'est pas forcément problématique parce que bon, je ne dis pas qu'il faut être un peu jaloux, bon voilà, mais c'est légitime dans le sens que on veut de l'engagement, hein. Mm. Après, c'est la partie contrôlante. C'est-à-dire que si tu es jaloux, c'est que tu ne fais pas confiance à ton partenaire. Alors, est-ce que tu ne lui fais pas confiance parce qu'il est suspect et qu'il passe son temps à séduire? Ou est-ce que tu ne lui fais pas confiance parce que tu ne fais pas confiance en général? Les hommes sont des salauds, mon père était infidèle, tous les hommes sont infidèles, enfin bon, bref. Donc, d'où ça vient cette histoire de ne pas avoir confiance? Tu vois? Euh, des fois, c'est un peu excessif, quoi. Mais la jalousie, elle naît effectivement de l'insécurité tout le temps, hein. Je me sens pas sécure, j'ai besoin de vérifier que je compte pour toi, et donc je vais chercher à contrôler que je compte pour toi. Donc ça a beaucoup à voir aussi avec le problème à la solitude. Si je suis mieux seule, à ce moment-là, je suis moins jaloux et possessif parce que tu me manques pas en fait quand tu n'es pas là, tout simplement. Oui, oui, Ça voilà, résout le problème. on En fait, je peut suis bien quand tu es avec moi, mais tu me manques pas quand tu n'es pas là. Donc, bon, voilà. j'ai pas tellement de raison d'être archi jaloux. Alors quand même un peu, parce que c'est vrai que si on vit ensemble et que tu es toujours barré avec quelqu'un d'autre ou que tu passes ton temps à écrire à quelqu'un d'autre, bon, je trouve ça un peu Qu'est-ce que tu fais avec moi? Mais en même temps, tu vois, mais arriver à aller dans je manque pas d'amour, ni d'argent, ni de confort, ni de sécurité, c'est un chemin d'une vie quand même, hein. Ça se fait pas en 2 minutes, hein. Ouais, puis on Juste apprend. pour rappeler quand même, parce que ça a l'air facile comme ça en théorie, mais la plupart, ils n'y arrivent pas, quoi. C'est juste un truc de fou. Donc, c'est bien de ramener, tu vois, à la réalité. C'est que les gens qui nous écoutent, ils vont dire, ah bah ouais, bah c'est cool et tout. Moi, pourquoi moi, je manque d'amour, je manque de machin, j'arrive pas à me dire que je manque de tout. Comment y arriver? Bah, c'est le chemin d'une vie. Tu ne peux pas y arriver comme ça, clic-clac. Et Mm. c'est beaucoup les enseignements spirituels qui vont aider à ce moment-là, pour cesser de croire que tu manques de quelque chose. Mais ça fait partie du chemin, hein, de se colter ça. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez être beaucoup plus en conscience de ces mécanismes, de voir d'où ça part. La jalousie, c'est le symptôme. C'est pas un machin exceptionnel, c'est la conséquence de cette affaire, hein, de l'insécurité, de la peur de manquer, de la peur de perdre. Donc, quand je vois que c'est d'abord la peur de perdre qui racine, parce que j'ai peur de la solitude, qui est l'angoisse de mort, je travaille sur la racine, je ne travaille pas sur le symptôme. Symptôme, on s'en fout, c'est la fin, quoi. Et est-ce que la jalousie, elle peut être liée aussi à un manque de confiance en soi? Ou ça aussi, c'est juste Ah un oui. symptôme ou enfin. Bah, si tu as peur de manquer de cette personne qui t'est nécessaire, tu as peur de manquer d'amour, tu l'as rendue indispensable à ta vie, oui, bah, bien sûr. Tu deviens jalouse, c'est un symptôme. Mm. Mais tu te manques à toi, hein, c'est pas lui qui te manque, hein, tu te manques à toi-même, on revient, hein. Tu t'aimeras, tu te respecteras, tu te choisiras, et à ce moment-là, tu peux rentrer dans la relation. Donc, tu manques pas à ce moment-là. Tu n'oublies pas, c'est il me manque, je me manque. Ouais. Ah oui, intéressant. Ouais. Ah bah oui, c'est le retournement. J'ai travaillé là-dessus sur la méthode de Katie Byron qui est vachement intéressant, qui est toujours non, quand je crois à cette croyance, il va me manquer s'il n'est pas là, je vais me manquer. Je me manque à moi-même. Mm. Il m'abandonne, je m'abandonne. Oui, Non, c'est ça. il me respecte pas, je me respecte pas. C'est tout le travail. C'est un des retournements possibles, il y en a d'autres, hein, mais ça fait partie des retournements. Ok. Et je voulais juste rebondir pour peut-être une dernière question, mais tu as lié à la jalousie au contrôle, et à la blessure du contrôlant, etc. Et je trouvais ça hyper pertinent. Et est-ce que tu aurais un conseil pour... alors je sais que c'est beaucoup plus complexe, même tous les sujets, enfin, il y a tellement de choses à en dire, mais pour peut-être celles qui nous écoutent, je sais pas, apprendre à mieux gérer leur jalousie, tu sais, quand elles sont liées à cette besoin de contrôle, de contrôler l'autre. Est-ce que tu aurais peut-être des... Pas de t'intéresser à ta vie, c'est toujours pareil. Au lieu de t'intéresser là-bas, t'intéresser ici. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? En général, il y a du vide. Il y a du creux, il y a du vide, il y a du moins. Parce que si je suis jalouse, c'est que j'imagine que l'autre, quand il est avec moi, c'est plein. Quand il n'est pas avec moi, c'est vide. Voilà. Donc on revient, c'est toujours la racine, hein. Non, ma vie, elle n'est pas vide.
Pourquoi je me sens vide, en fait? Pourquoi je me sens fade? Pourquoi j'ai l'impression que rien n'est intéressant sans l'autre? L'autre, il me fait un coup de Géo Club Med, en fait, mais c'est pas un Géo Club Med, hein. Donc, c'est ça, c'est toujours pareil. Je me manque, moi, je manque de sentir le vivant. Donc, il me faut le partenaire parce qu'avec lui, c'est tellement mielleux, merveilleux. Ben non, oui et non. Oui, c'est vrai, mais c'est pas si vrai que ça. Faut avoir le goût de soi, hein. C'est vraiment, voilà. Si je me manque pas, si je développe le goût de moi, et ça se développe, alors à ce moment-là, je suis moins jaloux, je manque moins. Alors, je peux être jaloux un peu, mais ça prend pas des proportions dramatiques, là. Ok, C'est plus ouais. tranquille. Et tout est plus tranquille à ce moment-là. Parce que c'est la direction d'autonomie. Donc, à ce titre-là, tu es beaucoup plus tranquille dans la relation. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vivre des moments hyper fusionnels, au contraire. Mais il y a fusion-défusion. Quand l'autre n'est pas là, il ne me manque pas. Tu vois la différence quand même. Où il me manque, j'y pense. C'est pas qu'il a disparu de mon champ. Mais je ne suis pas là en train d'attendre ses appels toutes les 3 minutes, en train de me dire ah, il est avec une autre, oh là là, que se passe-t-il? Parce que non, parce que tout va bien dans ma vie à moi, quoi. Je suis dans ma vie. Ouais, c'est ça. C'est se recentrer. Vraiment, je pense que le cœur de tout ce qui est dit, c'est C'est se pour toi, recentrer hein. sur soi, Ah oui. sur ses Eh besoins. oui, tu t'aimeras, tu t'aimeras d'abord. Et c'est le un avant de faire le 2. C'est un essentiel, c'est un fondamental, mais c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. C'est difficile d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à... Ça nécessite vraiment euh, un regard sur toutes les sphères de ta vie. Est-ce que ma vie professionnelle est à la hauteur de ce que j'aime? Bah, des fois, c'est pas le cas, hein. Si tu fais un métier alimentaire, si tu t'emmerdes toute la journée, tu rentres le soir, t'en peux plus. Donc, tu n'as qu'une envie, c'est d'avoir des vacances amoureuses. Mm. Donc, tu utilises le partenaire pour des vacances amoureuses. D'accord? Mais en fait, le problème, il n'est pas de la relation amoureuse, il vient que ton travail n'est pas du tout intéressant parce que Mm. tu as peur de manquer d'argent. Donc, quand on regarde comme ça, bout après bout, on va se rendre compte que la personne, elle est incapable d'avoir une vie qui lui correspond. Donc, après, tu t'étonnes. Tout est sur la relation. Ah oui, mais ça ne va pas. C'est une compensation. Ouais. Ça demande un examen complet de toutes les sphères de ta vie. Il faut être hyper conscient de soi, vraiment. Voilà, la seule chose qui intéresse, c'est pas tellement la relation, la jalousie, le machin, tout ça, ça c'est la suite. Première chose qui intéresse, c'est me connaître mon fonctionnement. Qui je suis, comment je fonctionne, pourquoi je fonctionne comme ça et pas comme ça, quels sont mes goûts, mes couleurs, mes talents, comment je reconnais mes talents et que je les offre au monde. Il n'y a que ça qui intéresse. Le deuxième, la relation est seconde. Elle est là pour faire vivre l'amour, pour s'apprendre à se connaître aussi, parce que c'est là où tu réactives toutes tes blessures. Donc, tu vois encore plus comment tu t'empêches d'être toi-même, d'être naturel, d'être authentique, etc. Mais c'est la seule chose qui intéresse, c'est connais-toi toi-même. C'est pas nous, hein. Connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux et l'univers. C'est la chose la plus intéressante. Moi, s'il y a un objectif dans la vie, c'est ça, hein, connaître son fonctionnement. Oui, ça devrait être la priorité. Plutôt que chercher une relation pour se connaître, autant se connaître soi. Après, c'est humain, hein, donc on va pas jeter la pierre sur le pourquoi on rentre en relation. On l'a déjà assez dit comme ça, on l'a développé. Donc c'est humain, donc ça fait partie de l'incarnation, du jeu d'incarnation, de s'aimer, de se déchirer, de machin, de se posséder, de tout ça. Il faut le vivre. Mais à partir d'un endroit où peut-être on peut rester comme objectif numéro un de voir, de se rencontrer, de se connaître, de s'aimer, déjà soi. Voilà, à travers toutes ces histoires. Euh, Ça et, te ouais, ah oui. Ah oui. Mais et- parle? est-ce qu'il y a un dernier mot, peut-être un dernier conseil ou un dernier point que tu voudrais aborder? Ouais, Une- je dirais en conclusion, sortir de la dépense affective, c'est le chemin d'une vie parce que c'est le chemin de l'individuation. Donc, l'enfant petit, il est complètement dépendant. Premier stade, 0,2 ans, 0,5 ans, il est complètement agrippé à ses parents, il ne peut pas survivre sans les parents. Donc, ça va être le chemin de la sortie de cette immaturité chez l'adulte, tu vois, qui veut sans arrêt, qui croit sans arrêt qu'il a encore besoin d'un parent. Là, c'est un partenaire amoureux, mais c'est le jeu du parent vers l'enfant. Et donc, il faut aller vers une cessation de cette affaire. Donc, de sortir de cette illusion d'avoir besoin d'un bon parent chez l'autre, tu vois. Voilà. C'est une sortie, c'est le travail de l'individuation. On ne pourrait pas dire tellement plus, je pense qu'on a pas mal développé, que je propose d'ailleurs dans mon bouquin, hein. C'était dans la peur, quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre, c'était vraiment ça, hein. C'était la solitude, le rêve romantique, l'addiction à l'intensité, tu vois. Ah, l'autre, c'est l'animation, il me fait un coup d'animation parce que sinon, je sens rien.
Et puis le quatrième point, c'était je m'aime pas en fait. J'attends que l'autre m'aime, mais moi je m'aime pas assez. Donc c'est les failles narcissiques. Tu vois, ouais, c'est vraiment ces points. Moi j'avais observé ça sur moi et sur des patients, mais c'est vraiment des points à travailler, quoi. Mais ça se fait pas en un jour, hein. Et c'est pas grave. Je veux dire, il y a un apprentissage, il y a des essais-erreurs, et des expériences à vivre, hein. Faut y aller. L'idée étant de plonger dans la relation au lieu de se résigner ou de faire genre je m'aime seul et je reste seul parce que j'anticipe que ça va être la cata. Non, allez-y, puis après vous verrez, hein. C'est ça, exactement. Et ben écoute, je voulais te remercier déjà pour avoir répondu à l'invitation. Je pense que ça va aider pas mal de monde. Et je voulais te remercier aussi personnellement, parce que du coup, moi, il y a quelques années, enfin, de par tes vidéos, tu m'as fait réaliser plein de choses. Donc, je tenais à te remercier aussi personnellement pour ça. Euh, Je vous remercie aussi à ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous laisse nous faire des retours sur ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions ou ce genre de choses. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Voilà. Et puis on mettra les liens, parce que moi j'anime pas mal d'ateliers d'ailleurs sur la dépense affective, hein, s'il y en a qui veulent venir, avec plaisir. Parfait. Tu m'enverras et puis je mettrai aussi en description. Ça Bon, marche. Allez, bonne journée à vous. bonne journée.